Bonsoir à vous, à nos chers participants. Ravi d'être là avec vous et de recevoir Eddy Combier. Bienvenue à cette chronique 45 minutes chrono de l'Association du paiement. Nous en sommes à la 19e depuis mars dernier et aujourd'hui ce webinaire est dédié à l'open banking et à l'initiation de paiement par virement. L'open banking est devenu une obligation pour les banques depuis janvier 2018, qui est permis d'ailleurs par la directive des services de paiement et qui met un coup d'accélérateur à l'open banking. Le partage de données devient obligatoire. Les établissements de paiement financiers européens vont ouvrir leurs données de paiement en toute sécurité de leurs clients via des API. Donc, pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Eddy Combier. Bonsoir Eddy. Bonsoir à tous. Donc vous, Eddy Combier, vous êtes fondateur et CEO de la société Score Secure and Payment, qui a été créée en 2017. C'est une société qui fournit des solutions digitales et notamment des solutions de paiement par virement et par prélèvement. Commençons à échanger autour de l'open banking, on a scindé un peu notre webinaire en deux parties. D'abord, on va parler de l'open banking et puis ensuite, on rentrera un peu plus dans l'initiation de paiement. Alors, avant de démarrer, Eddy, c'est la coutume de l'association du paiement. Nous ne sommes pas les sauvages. On voudrait vous demander comment vous allez, comment vous vivez vos projets en ce moment et comment vous vivez la période que l'on vit depuis maintenant presque un an. Pour notre part, on a eu à la fois effectivement la fermeture de nombreux de nos magasins in-store qui fait qu'effectivement, on a une chute d'activité et des volumes chèques, qui était notre activité historique. Mais en même temps, tout s'est accéléré puisqu'effectivement, la digitalisation des moyens de paiement a été une nécessité, notamment pour tous ces magasins, tous ces concepts qui avaient enclenché la digitalisation, mais qui n'avaient pas encore accéléré. Et là, il a fallu aller très, très vite, sachant qu'effectivement, on était, nous, en pleine construction de notre établissement de paiement, avec effectivement, en plein confinement, on a lancé les premiers webinaires pour démontrer l'initiation de paiement par virement en production, en live, directement avec les banques. Et effectivement, ça a été un coup d'accélérateur très fort. Et du coup, on a pu gagner de nombreux appels d'offres. Et effectivement, il faut assumer toute cette charge tout en ayant une diminution de volume. Donc voilà, c'est compliqué, mais c'est très excitant, très exaltant. Et puis effectivement, il y a plein de choses nouvelles qu'on peut imaginer avec les clients pour faire face à cette crise et voir comment les comportements changent et comment on peut s'adapter à ces comportements. Merci beaucoup, Eddy. Alors, pour cette première question, merci d'avoir partagé en tout cas comment vous vivez un peu la situation. Alors, je l'ai dit en introduction, donc coup d'accélérateur par la DSP2, mais j'aimerais que vous puissiez nous rappeler ou nous dire, selon vous, quels sont les autres vecteurs qui permettent cette transformation en profondeur du modèle économique bancaire. Alors, pour moi, c'était quelque chose qui était amorcé depuis longtemps, puisqu'effectivement, cette transformation n'aurait déjà pas pu avoir lieu sans les progrès technologiques et les innovations. Donc, je pense effectivement la technologie a apporté ces progrès. Et du coup, il y a eu ensuite une évolution réglementaire qui a aussi favorisé le cadre dans lequel on pouvait s'exprimer. Et du coup, une vraie volonté européenne aujourd'hui qui se confirme justement avec KPI et qui fait que effectivement, il y avait déjà eu des SP1 avec des projets comme SEPA-Mail qui avaient été mis en place, qui avaient eu du mal à être construits, qui avaient du mal à aboutir pour des raisons qui ne sont pas les mêmes justement aujourd'hui. Et c'est peut-être les raisons pour lesquelles l'open banking a fonctionné. Il n'y avait pas vraiment de volonté, il n'y avait pas vraiment de directive, il n'y avait pas tout ce qui est aujourd'hui mis en place. Et du coup, effectivement, ça a mis du temps à se mettre en place. Et on voit bien que finalement, les banques ont eu du mal à se mettre d'accord et à trouver un modèle autour d'une solution qui fait qu'aujourd'hui, la solution, elle est presque mornée, puisqu'effectivement, les nouvelles technologies et les innovations, et notamment l'AIS, vont venir remplacer tout cela. Merci Eddy. Alors, vous avez parlé d'accélération liée à la digitalisation et donc liée à la crise notamment. On l'a abordé, nous, à plusieurs reprises dans nos précédentes chroniques. Mais je voudrais savoir, qu'est-ce qui, selon vous, permet à l'open banking, finalement, de se développer ? Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail de ma précédente réponse,
il y a forcément au départ la réglementation et l'évolution de ces réglementations et le régulateur. Et on le voit aussi que l'open banking a évolué beaucoup plus vite là où le régulateur et la réglementation, notamment en Angleterre, où effectivement l'open banking s'accélère très vite et les innovations derrière également. Ensuite, il y a le changement de mentalité à la fois des marchands et des utilisateurs. Je pense qu'effectivement, il faut apporter de la valeur, créer de la valeur, amener de la simplicité, faciliter le paiement et tout ce qui va permettre aux marchands d'accroître son chiffre d'affaires simplement. Ensuite, il y a l'innovation, la création de valeur pour le marchand et pour le payeur. Je pense qu'effectivement, le payeur, si on crée de la valeur, il trouvera facilement l'adoption à ces nouveaux moyens de paiement. Ensuite, évidemment, la pandémie, elle a été accélératrice, mais parce que la technologie aujourd'hui le permet. La transformation numérique avait déjà commencé, mais les entreprises, elles ont juste accéléré ce processus de digitalisation, mais qui est enclenché. Ensuite, il y a une volonté européenne des acteurs et de l'autorité bancaire européenne face à l'hégémonie de Visa Mastercard, où aujourd'hui on peut constater que 9 euros sur 10 sont dépensés en carte et en carte Visa Mastercard. Ensuite, il y a la deuxième directive européenne, entrée en vigueur le 13 janvier 2018, qui a introduit des dispositions qui visent à la fois à sécuriser les paiements et à favoriser l'innovation. Elle établit un cadre réglementaire très clair qui permet à de nouveaux acteurs d'accéder à services bancaires tels que les EME, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ou les TPP, les First Party Providers, qui permettent justement de pouvoir opérer et de remplacer les banques dans ce rôle d'innovation et de venir créer de nouvelles solutions et de nouveaux services bancaires. Ensuite, il y a le concept d'open banking qui repose sur l'ouverture des systèmes d'information des banques et le partage de leurs données de paiement aux clients avec lequel je vous parlais de PP, de TPE, de P ou de ME. Cette demande de partage de données clients est quant à elle exigée par la directive des services de paiement, DSP2, et facilitée par l'utilisation d'interfaçage de programmation des API. Effectivement, ce sont là encore ces progrès de technologie, l'API, qui permet aujourd'hui de créer et de se connecter très facilement, de créer des services à tiroir qui permettent d'appeler différentes fonctionnalités de différents services. Et là, effectivement, ça permet de pouvoir créer des solutions adaptées aux besoins des différents marchands. Merci Eddy. Alors, vous avez un petit peu répondu à la question au travers des API, mais quand même, je voudrais un peu revenir sur ces sujets-là. Quel état des lieux peut-on faire globalement sur les opportunités exploitées ou inexploitées qu'offre d'ailleurs l'open banking? Alors, de nombreux acteurs profitent de cette ouverture pour se différencier des banques classiques en apportant de nouveaux services à leurs usagers. C'est le cas des agrégateurs, par exemple, comme Banking, Mixo ou encore Budget Insight, qui ont une activité intégralement basée sur l'exploitation des données clients des banques. Ils se démarquent des établissements classiques, car en plus de proposer les mêmes services que ces derniers, notamment les néobanques, ils vont pouvoir créer des nouvelles solutions, des catégorisations de dépenses, des systèmes d'alerte en cas de franchissement, d'un certain seuil de dépenses. Ils vont plus loin dans la gestion budgétaire. Ainsi, grâce à l'étude approfondie de données de paiement client, les agrégateurs sont capables d'identifier, grâce à l'utilisation d'algorithmes, c'est ce qu'on fait également, des placements, pouvoir garantir des paiements, pouvoir gérer de l'octroi d'encours, etc. Donc, effectivement, ces données auxquelles on n'était pas accessible nous ont permis d'aller beaucoup plus loin que là où on pouvait espérer aller avec juste un scoring, par exemple, transactionnel lié à certaines informations transactions bien précises. Ensuite, l'open banking apporte des services avec notamment l'AIS et le PIS qui vont permettre justement d'obtenir ces informations et surtout de pouvoir se connecter aux banques instantanément dans n'importe quelle banque de la zone CEPA et de pouvoir opérer un flux, qu'il soit tiré ou poussé, de façon en obtenant des informations et notamment des informations d'IBAN ou des informations de position de solde ou d'historique avec le consentement du client qui vont nous permettre justement de pouvoir aller plus loin dans les solutions apportées à la fois aux payeurs mais également aux marchands. Et puis ensuite, effectivement, il y a cette volonté aujourd'hui où l'open banking, c'est quand même
un service international, un service pan-européen. Et là, on peut très facilement, très rapidement sortir de nos frontières et pouvoir octroyer les mêmes services que l'on opère en France sur différents pays. Merci beaucoup, Eddy, sur cet état des lieux, en tout cas des opportunités qu'offre l'open banking. Alors, une question qui va plaire aussi à nos participants. En mars 2020, l'Europe reprend sa souveraineté et lance EPI pour redonner au continent, en matière de paiement, une souveraineté qu'elle avait abandonnée. Quelle est votre vision à ce sujet, Eddy? Alors, pour moi, EPI est effectivement l'aboutissement de cette volonté européenne. L'European Payment Initiative, elle est portée par la BCE et mise à créer un réseau de paiement pan-européen et vise à remplacer le groupement des cartes bancaires et le girocard d'Allemagne pour concurrencer Visa Mastercard. Profiter effectivement de tout ce qui a été construit autour du SEPA et de pouvoir profiter de cette construction pour l'apporter sur la carte et s'affranchir du marché. Et effectivement, est une vraie proposition de valeur. La proposition de valeur de PI est intéressante car elle offre beaucoup de cas d'usage et c'est effectivement ce qui est très prometteur dans son succès. Puisqu'effectivement, il y avait différentes tentatives auparavant, et il y avait toujours eu des difficultés techniques rencontrées, nationales, ou de vraies volontés, notamment avec les banques. Et du coup, effectivement, là, on sent qu'il y a un vrai engagement avec un programme qui a été annoncé la semaine dernière, avec un livrable pour cette fin d'année, un lancement de PI sur le premier semestre 2022 pour un déploiement en 2025. Donc, voilà, il y a un projet. Et du coup, pourquoi pas, on espère bien qu'il va aboutir. Merci, Eddy, d'avoir partagé un peu votre vision. Alors, comment le marché des services bancaires de détail évoluera-t-il par rapport à aujourd'hui? Alors ça, je serais prétentieux de dire quelle va être cette évolution. Malgré tout, dans un contexte où les taux négatifs menacent les marges, l'open banking et l'ouverture des services bancaires, l'entrée de nos acteurs très agiles et très innovants qui viennent bousculer le modèle des banques, forcément, les banques doivent réinventer leur modèle et du coup, effectivement, trouver leur positionnement, trouver la stratégie qui va faire qu'elles vont pouvoir s'adapter. Merci, Eddy. Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet qui est l'initiation de paiement de virement. C'est votre spécialité. Vous êtes expert, Eddy. Et c'est pour ça que j'aimerais vous poser la première question. Quels sont les enjeux de l'initiation de paiement par virement dans le domaine de l'e-commerce et puis dans d'autres domaines? Effectivement, vous avez raison, ça ne se limite pas du tout au e-commerce, puisqu'effectivement, l'initiation de paiement tend à proposer une cinématique de paiement qui pourra être bien plus fluide qu'un paiement CB, qui pourra permettre un paiement sans support, et ça c'est très important, puisqu'effectivement la sécurisation du payeur pourra s'octroyer grâce à l'authentification forte faite auprès de sa banque. Ensuite, il y a, pour moi, la vraie révolution, c'est dans le renversement de la cinématique payeur-payé, puisque pour la première fois, c'est le payé qui initie le paiement pour son payeur. Et là, on a vraiment pour moi, une vraie révolution dans le paiement. Ensuite, les enjeux sont quand même les coûts et la sécurisation. Donc là, on a autour de l'initiation de paiement une réduction forte des coûts de transaction et surtout une sécurisation justement du porteur avec un paiement qui est irrévocable, qui peut être immédiat. Et effectivement, on a une garantie de paiement sur l'initiation de paiement par virement. Avec l'AIS, l'accès à des informations du compte du payeur, une authentification forte, une sécurisation du coup IBAN porteur. Le payeur peut agréger plusieurs comptes de différentes banques, ce qui va lui permettre aussi d'avoir des mix assez importants et pouvoir jouer avec ces différents comptes en banque pour finaliser un paiement. Et là aussi, c'est assez nouveau, et c'est fluide surtout. C'est ça que je pense qu'on a gagné là-dedans, c'est vraiment la fluidité dans le canal de paiement. C'est une solution multicanal également et multimodale, puisqu'effectivement, on peut jouer sur un même mode de paiement, paiement par compte bancaire, aussi bien sur un paiement immédiat que sur un paiement différé, que sur un paiement fractionné, en faisant des paiements mixtes.
et de pouvoir justement gérer cette partie sécurisation de la transaction. Merci Eddy. Donc très rapidement pour résumer, hein, donc réduction, si on regarde un peu les enjeux, réduction des coûts, sécurisation, et puis avec l'AIS, comme vous l'avez dit, donc l'accès à des informations du compte, solution multicanal. Faisons un petit point d'ailleurs sur les acronymes. Hein. J'ai Maurice qui demande effectivement si on pourrait préciser AIS et PIS, hein, pour ceux qui sont peut-être non sachants. Est-ce que vous pourriez, Eddy, en tout cas, l'expliquer rapidement? Oui, alors l'AIS correspond vraiment à l'agrégation d'informations de paiement, de services de paiement, et le PIS, c'est plutôt cette partie-là qui va te permettre d'initier un paiement pour le compte d'un tiers. Merci. Alors, faisons un point maintenant sur les cas d'usage de l'initiation de paiement, comme alternative d'ailleurs à la carte ou au chèque. Alors, dans quel cas cela fait vraiment sens, hein, de se dire c'est une alternative à la carte ou au chèque? Et à quel usage spécifique répond finalement le paiement instantané? Alors, tout d'abord, il y a les cas d'usage qui s'imposent d'eux-mêmes. C'est qu'effectivement, là où les autres moyens de paiement vont avoir des limites, c'est le cas avec la carte, notamment le plafond de la carte, ou les modalités de paiement autorisées par la carte, le fait qu'elle soit rattachée à un seul compte bancaire, ou le chèque, avec le risque lié à ce moyen de paiement, ou le fait qu'il ne puisse pas être digitalisé. Et bien là, effectivement, l'initiation de paiement peut répondre à toutes ces limites. Mais il va bien plus loin, puisqu'effectivement, l'instant de paiement répond à des cas d'usage précis et à des besoins de trésorerie pour des cas d'urgence, notamment dans le recouvrement, le chèque de banque, mais c'est pour moi un marché de niche. Par contre, l'initiation de paiement par virement peut répondre à tous les cas d'usage où le paiement est comptant et où, effectivement, aujourd'hui, on utilise la carte ou le chèque. On a notamment dans l'automobile, où là, effectivement, nous, on a remporté un gros appel d'offres avec PSA au niveau mondial, d'apporter nos solutions dans tous les canaux et répondre à tous les usages d'un garage, aussi bien en proximité qu'à distance, que sur des bornes 24/7. Donc, puisque la solution de paiement, elle est digitale, donc elle peut être envoyée par SMS ou par email. On peut renvoyer vers une plateforme de paiement, on peut créer une solution de paiement ou une transaction en mode SaaS. On peut l'intégrer sur un site Internet, et tout ça en créant à la fois une même solution qui va répondre à cette multicanalité et également répondre à une multimodalité, puisqu'on va pouvoir opérer du paiement dans toutes ses formes, comptant ou différé ou fractionné. Ensuite, le voyage, puisque là encore, on a des paniers moyens assez importants dans le voyage, où les coûts CB, ceux qui sont aujourd'hui aussi beaucoup souvent de la CB-VAD, donc avec des coûts CB assez importants, là encore, l'initiation de paiement par virement va permettre une réduction très très forte des coûts. Si j'en prends le cas de Clomède, qui nous a intégré sur son site, qui a un panier moyen à 8 200 €, une transaction c'est entre 25 et 30 €. Bien là, ça ne coûte que quelques centimes, avec une sécurité importante, et notamment le fait qu'on puisse initier un paiement en instant de paiement et avoir les fonds 10 secondes plus tard, ce qui va lui permettre de bloquer les prestations vendues à son client auprès des tours opérateurs, les vols, etc. Et là, effectivement, il y a une optimisation très forte, notamment que le maître, avec un paiement 2 fois, est obligé de faire rejouer la carte, souvent quelques semaines ou quelques mois plus tard. Très souvent, effectivement, c'était sur 75% du montant, donc il y avait souvent un échec ou une limite de plafond. Et du coup, il fallait relancer le client pour lui dire approvisionnez votre compte, on va faire rejouer votre carte dans quelques jours. Eh bien, on s'occupe de tout cela et effectivement, c'est beaucoup plus simple. Dans le B2B, forcément, des gros montants, là encore, avec des besoins là, ça va être plutôt du délai de paiement qu'ils vont aller chercher avec de l'encours, de la garantie d'encours. Donc là, l'AIS nous sert à avoir des positions de solde, de pouvoir aussi d'envoyer et répondre à différents usages dans le B2B. Et puis, forcément, il reste l'assurance, la santé, les mutuelles, où là encore, il y a l'AIS qui est important pour la souscription en ligne, qui va permettre de pouvoir fluidifier le parcours de souscription avec une authentification, la remontée de l'IBAN automatique pour une signature électronique. Et ensuite, là encore, on a gagné un appel d'offres avec les hôpitaux publics
avec notre offre Santigo, qui est là encore une solution qui va permettre au ministère de la Santé de récupérer presque 500 millions d'euros de non-paiement qui vont pouvoir être opérés par bien justement une agrégation qui pourra se faire à l'entrée ou en préadmission, et ensuite un prélèvement qui sera admis envoyé par une facture pour permettre justement d'encaisser ce reste à charge qui aujourd'hui, pour une grosse partie, n'est pas encaissé par le ministère public. Merci Eddy. Alors, je reviens juste, donc, bon, j'ai bien compris, hein, les cas d'usage, il y en a plusieurs. En tout cas, le paiement instantané répond à des cas d'usage bien précis et sur des besoins bien précis, mais vous avez cité l'aviation, le tourisme, l'automobile, l'assurance et la santé. Alors, j'ai quand même des questions et ça serait bien qu'on puisse commencer à traiter des questions dès maintenant. Première question de Philippe Coiffard. Bonsoir Philippe. Philippe qui donc donne une première remarque. C'est aussi un facilitateur de la réduction des délais de paiement que celui-ci soit unique ou fractionné. Un commentaire, Eddy, par rapport à ça? Oui, forcément, hein, puisqu'effectivement, le gros avantage, c'est d'avoir la main sur le paiement. Donc là encore, quand on était obligé d'attendre pour le paiement d'une facture ou de recevoir un paiement, ça permet de prendre la main tout de suite, d'avoir son interlocuteur, lui dire OK, tu es d'accord pour me payer, eh bien, je t'initie un paiement et tu n'as plus qu'à le valider. Donc effectivement, il a cet avantage d'être à la main du marchand et de gagner en instantanéité. Merci. Une autre question. Donc, bonsoir Christian Laroche qui pose la question suivante. Comment positionnez-vous par rapport à l'offre Bridge Powered Banking? Alors, en fait, Bridge est un agrégateur. Donc, effectivement, il va proposer en tant que TPP des solutions. Nous-mêmes, nous reposons sur des solutions telles que Linkso, qui va nous permettre de pouvoir mettre à jour les API et les plateformes de paiement qui vont nous permettre de pouvoir s'interfacer et de ne pas avoir à le faire nous-mêmes. Donc, eux, ils peuvent proposer ces solutions. Nous, on va proposer des solutions plus complètes puisqu'on ne va pas aller seulement initier et proposer des solutions d'initiation. Puisqu'on va aller plus loin, on va aller proposer des solutions d'initiation, d'agrégation, d'e-mandat et surtout du paiement différé qui va nous permettre de scorer la transaction, puisque c'est notre métier premier, hein, le scoring, et de pouvoir apporter une garantie de paiement, notamment pour les paiements différés, puisque le pendant, en fait, la réussite de cette solution de paiement, entre guillemets, c'est différentes briques, et le fait d'avoir la solution dans sa totalité, ça permet effectivement de combler le risque qui va être lié au fait que la transaction n'est pas immédiate, elle est différée dans le temps, et quand on diffère dans le temps, on ne sait pas si le compte sera approvisionné. Donc, notre métier, nous, ça va être de scorer ces transactions, de récupérer les informations, notamment de position de solde, d'historique, qui vont nous permettre d'évaluer le risque et de le garantir auprès du marchand. Donc, c'est tout ce qu'on va rajouter auprès des agrégateurs comme couche de solutions qui vont venir compléter et achalander notre offre. Merci Eddy. J'en profite pour donc une autre question de Philippe Coiffard. On assiste à une migration des virements standards vers les virements instantanés. Pourquoi pas en France? Oui, alors vous savez tous que la problématique qui se pose sur le virement instantané, c'est que c'est quand même le payeur qui subit un coût. Donc ça, effectivement, on est en train de discuter avec beaucoup d'acteurs avec les banques pour pousser les banques à faire en sorte qu'elles ne facturent plus ce coût d'initiation aux payeurs. Le marchand, lui, il est prêt à le payer, puisqu'effectivement, il a un gain très fort sur l'initiation de paiement, et donc du coup, de payer les quelques centimes supplémentaires qui seront liés à un instant de paiement, et puis c'est lui l'avantage. Le payeur, il se dit mais pourquoi aller choisir un paiement instantané alors qu'un paiement simple, un virement simple peut suffire, alors que le marchand, lui, il a un vrai intérêt, donc il est prêt à supporter ses coûts. Donc je pense qu'il y a ce frein à lever. Je pense que les banques vont l'écouter et effectivement, je pense qu'on pourra aller vers du virement instantané plus facilement une fois ce frein levé.
Merci Eddy. Alors, j'avais pas vu le commentaire donc de Jean-Marc Chenet. Bonsoir Jean-Marc, qui parlait des usages et qui dit donc plutôt des usages pour les gros montants, mais en proximité, point d'interrogation. Alors non, pas seulement. Hein, effectivement, le gros montant, c'est forcément ça s'impose, puisqu'aujourd'hui, les gains sur les gros montants sont très nombreux. Après, une transaction en initiation de paiement par virement, elle ne coûte que quelques centimes, et notamment s'il y a beaucoup de volumétrie. Et du coup, des 20 euros, c'est compétitif par rapport à un coût cédé. Donc il y a déjà cet avantage. Ensuite, effectivement, il y a le fait de devoir trouver les parcours qui vont permettre, en e-commerce c'est simple, hein, puisque c'est du digital, on est sur une authentification à travers la banque, ça ne pose pas de souci. En proxy, effectivement, on le fait, hein, on a des clients comme LGC ou MDA qui encaissent directement en mode SaaS sur un ordinateur ou sur une tablette, là encore, ça ne pose pas de souci. On a déporté l'initiation de paiement par virement chez Ford, par exemple, sur une carte enseigne. Là encore, le client Ford peut payer ses réparations avec sa carte Ford, quel que soit le montant. Maintenant, il reste effectivement à fluidifier le parcours d'authentification pour permettre un parcours plus fluide qu'une CB sur de la grande distribution et faire en sorte que demain, on puisse payer en initiation de paiement par virement directement en caisse chez Carrefour ou chez Auchan, tout en étant plus fluide ou aussi fluide qu'un paiement CB. Une autre remarque ou question de Maurice Blanchard. Peut-être de... Oui, allez-y, Eddy. Je disais, ce que je pouvais vous proposer, c'était qu'on vous montre une transaction par initiation de paiement, et vous verrez qu'effectivement, ça peut remplacer tout type de paiement, quel que soit le montant. Alors, très, très bonne idée. Et avant de passer à une petite démo, une dernière question de Maurice Blanchard qui dit qu'avec l'initiation de paiement, on a beaucoup parlé du B2C et du B2B. Quels sont les usages en C2C? Alors, effectivement, nous, on n'est pas du tout positionné C2C. Il y a aujourd'hui de nombreuses solutions qui existent en C2C. Je ne suis pas en capacité d'en parler parce qu'effectivement, je ne suis pas expert en la matière. Je ne vois pas quelle serait réellement la problématique de pouvoir opérer en C2C. Malgré tout, effectivement, pour nous, c'est plus simple de proposer des solutions, de collecter les fonds et de les reverser avec un compte de paiement, d'être responsable du KYC et de la LCBFT. En C2C, c'est d'autres problématiques. On le voit avec les cagnottes. C'est une autre problématique qui se pose à eux et je ne la connais pas vraiment. Très bien. Alors, comme vous avez proposé de nous faire une démonstration, je vais partager mon écran et vous allez nous commenter et nous montrer comment ça se passe pour faire donc cette initiation de paiement par virement. Vous êtes prêts, Eddy? Allons-y. Allez, c'est parti. Je vous laisse commenter. Donc là, on a créé, on est sur notre plateforme, on a créé une transaction. Vous voyez les différentes modalités de paiement, le paiement comptant différé plusieurs fois. On a créé une transaction. Alors effectivement, un tout petit montant, puisque le virement va vraiment être exécuté vers un compte. Donc, effectivement, on ne peut pas faire des démos avec des montants très importants. Donc, on va le voir. Pour un montant de 1,98 €, je vais partager mon écran de smartphone. On reçoit justement un lien sur lequel on clique. On a les différentes modalités de paiement qui sont proposées, que le marchand veut proposer à son client. Et le client clique. Il n'a qu'une chose à faire, choisir sa banque. Donc là, je vais choisir la Société Générale. Ça va initier un paiement vers la Société Générale. On va être redirigé, et là, on est en web to app, directement sur l'application Société Générale. J'ai la transaction qui apparaît. Je n'ai plus qu'une chose à faire, c'est à m'authentifier et à la valider. Donc, ça prend que quelques secondes. On est exactement comme un parcours d'authentification fort pour un paiement CB à travers l'application banque en ligne. Donc là, je saisis mon code, je l'ai changé depuis, et du coup, le virement va s'opérer immédiatement sur le compte du marchand qui est préparamétré sur l'option paiement comptant. Donc là, on va le voir. Ensuite, on va pouvoir justement aller vérifier que cette transaction a bien eu lieu. Donc là, elle est accordée par SSP. On va ensuite aller justement directement aller voir dans le back-office. On va voir que cette transaction, elle est bien opérée. Elle n'est plus en statut d'attente. Elle est en statut traité.
Et du coup, le virement a été effectué et le compte sera crédité de ce montant-là. Merci Eddy. Alors moi j'avais l'intention de vous transmettre mon IBAN, mais bon, comme les montants ne sont pas importants, on va oublier. J'ai des questions avant que je puisse moi enchaîner parce que j'ai quand même des questions pertinentes et on va partager. Hein, nos participants là sont là pour ça. François Dussossois qui nous pose la question: quid de la RGPD sur les données qui seraient également partagées avec le commerçant, numéro de téléphone, nom de la banque, etc., et avec des agrégateurs privés? Une réponse à donner peut-être, Alors, effectivement, au niveau RGPD, oui, alors tout à fait. En fait, les informations qui sont communiquées aux marchands sont des informations liées à la transaction. Donc, effectivement, ces informations, il n'y a aucune information confidentielle sur des informations de position de solde ou d'informations obtenues auprès de la banque. Toutes ces informations dont le marchand a la visibilité, c'est effectivement des informations qui sont fournies préalablement lors de la transaction. Donc, c'est bien le client qui a fourni son nom, son prénom, son numéro de téléphone et son email, qui a permis de l'authentifier auprès de sa banque. Et moi, auprès de la banque, je n'obtiens aucune information, puisqu'effectivement, la banque me dit en gros, avec ces informations, elle va authentifier son client. Si le client il a donné de fausses informations, elle ne pourra pas l'authentifier, mais c'est exactement comme pour un paiement CB. Forcément, lorsqu'on fait un paiement CB sur Internet, on fournit des informations qui vont permettre justement à la banque de nous authentifier. Si les informations sont fausses, la banque ne nous authentifie pas. Donc, effectivement, ensuite, on a un statut de transaction. On peut avoir uniquement l'information qui est l'information de l'IBAN, mais là encore, lorsque vous faites signer un mandat à un client, bien, le client vous fournit bien son IBAN. Donc là, en l'occurrence, on a la même chose. On a l'IBAN du compte remonté avec une signature électronique qui permettra d'aller prélever sur ce compte pour les paiements différés. Donc, il n'y a pas de problème au niveau RGPD. Merci Eddy. Alors je reviens un peu sur donc l'initiation de paiement par virement. Tout à l'heure, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde comme on dit, mais vous avez dit le paiement instantané, c'est vu comme révolutionnaire parce que la révolution n'est pas dans l'instantanéité, mais dans le process. Concrètement, à part ça, qu'est-ce qui est vu un peu comme révolutionnaire? Est-ce que vous pourriez un peu plus développer? Alors, effectivement, ce que je voulais dire, c'est l'instantanéité. Oui, mais c'est un progrès technologique qui permet effectivement aujourd'hui, avec les plateformes qu'on a mises en place, le mode API, de pouvoir très rapidement, avec les réseaux connectés, et pouvoir processer des flux de partout en Europe grâce à cette connexion. Donc, tout ça, c'est de la tuyauterie. Pour moi, ce n'est pas très révolutionnaire. Ce qui vient révolutionner le monde du paiement, c'est qu'effectivement, pour la première fois, comme je le disais tout à l'heure, le marchand prend la main et du coup, il a, lui, la possibilité, il n'est plus attentif, il n'est plus passif face au paiement, il est l'acteur du paiement. Alors certes, il y aura toujours le payeur qui va valider le paiement, mais là, en l'occurrence, le fait de pouvoir préparer tout, prémâcher le paiement, hier, lorsque vous deviez faire un virement, alors imaginons, Sophia, que vous deviez me faire un virement, il fallait que je vous donne mon RIB, que vous créez un compte bénéficiaire sur votre banque en ligne, que vous attendiez que ce compte bénéficiaire soit créé. Selon les banques, ça pouvait prendre entre 1 heure et 48 heures, et qu'ensuite, vous fassiez le virement du compte que vous avez choisi vers ce compte bénéficiaire. C'était lourd, et effectivement, là, en l'occurrence, en quelques clics, eh bien, tout est fait. Et vous n'avez pas à fournir à votre payeur votre IBAN. Donc, effectivement, c'est ça qui est révolutionnaire. Et puis après, il y a le coût et la sécurité de ce moyen de paiement, puisqu'effectivement, là, on est sur des centimes de transactions, une authentification forte du payeur, un paiement qui est irrévocable. Donc, effectivement, il y a tous les avantages pour ce moyen de paiement. Quelques commentaires quand même que je vais partager, puisqu'il y a pas mal de questions, donc on va bien se garder 5 minutes donc avant la fin pour répondre. On va essayer de répondre à toutes vos questions. Chérif Gougam qui dit: on est bien sur un virement irrévocable, même lorsque celui-ci est effectué un jour non bancaire, le week-end par exemple. Est-ce que vous avez une remarque ou une réponse à lui apporter, Eddy? Oui, donc à partir du moment où nous, la banque, nous a validé que le virement était validé, était enclenché, effectivement, il aura lieu. Le process du virement est entamé
Et donc, du coup, même si le virement sera fait que le lundi, quoi qu'il en soit, le process étant enclenché, eh bien, il aura lieu. Merci. Très rapidement, une autre remarque aux questions d'ailleurs de Tristan Defouché. En B2B, l'initiation de paiement permet-elle de capturer des données analytiques ou comptables, facilitant l'intégration comptable et l'analyse ultérieure? Merci. Alors, effectivement, sur la traçabilité des flux, effectivement, on va avoir tout notre back-office qui va être construit, qui va permettre de pouvoir avoir les extractions ou les intégrations de ces données directement dans les logiciels comptables. Donc là encore, de plus en plus, on s'intègre justement dans des solutions comptables. On a déjà intégré les solutions de Cegid, par exemple, puisqu'effectivement, Cegid facture des clients, gérait la partie comptable des flux ensuite, mais pendant le paiement, il perdait le client. Donc, effectivement, on se rend compte aujourd'hui que de plus en plus de logiciels cherchent à intégrer la solution de paiement pour ne pas laisser partir son client et le récupérer ensuite, pour lui proposer là encore une solution de bout en bout. Merci Eddy. Alors, très rapidement, tout à l'heure, on a parlé des cas d'usage. Moi, j'aimerais juste que vous puissiez nous dire, Eddy, comment est-ce qu'on peut développer les autres cas d'usage? Alors, il y a tous les champs des possibles. Donc, effectivement, nous, on se focalise et on a essayé de standardiser des offres pour des cas d'usage bien précis qu'on déroule. Et ensuite, on en crée plein d'autres. Donc là encore, le fait de pouvoir procéder par API, d'avoir différentes briques qui vont être les briques d'acquisition, les briques d'acceptation, les briques de scoring, les briques de sécurisation et de garantie, eh bien, on peut moduler les offres, construire spécifiquement ces offres. On a les comptes de paiement qui sont ouverts, à la fois le compte du paiement du payeur et le compte du paiement du marchand, qui permettent effectivement de pouvoir créer des cartes de fidélité, par exemple. Une carte de fidélité, comme on l'a fait chez Ford, n'est juste un identifiant qui va permettre de relier le compte de paiement du payeur à cet identifiant. L'authentification forte du support peut se faire par, effectivement, non pas la carte, la puce, mais là, on va faire une requête de PIN qui est associée à cette carte et qui va nous permettre d'authentifier la carte et faire en sorte qu'une carte de fidélité devienne une carte de paiement très facilement. On peut digitaliser cette carte et du coup, ensuite, générer des QR codes pour un paiement mobile. On peut le greffer directement dans un kit de paiement ou sur une borne. Les possibilités sont assez importantes. On n'a vraiment plus de limites. Et notamment, multiplier les usages, notamment dans la partie en cours, dans la partie B2B, où là encore, on va avoir remplacé. On est en train de construire, on a lancé une offre qui permet d'avoir du paiement 3-4 fois B2B avec financement et sécurisé. Donc là encore, il y a un boulevard pour pouvoir innover et créer des offres assez nouvelles. Merci Eddy. Alors je vois que j'ai pas mal de questions, donc on va les traiter dès maintenant puisqu'on arrive bien entendu bientôt aux 45 minutes. Alors, est-ce qu'il y a des données sensibles échangées pendant les appels AIS, PIS et est-ce qu'il y a des contraintes RGPD à gérer? Une petite coupure. Donc, on avait un petit peu répondu sur la partie RGPD. Donc, non, il n'y a pas de données sensibles. Lorsque on a besoin d'avoir accès à certaines informations sensibles, c'est toujours avec l'accord du client. Donc, effectivement, si on veut avoir des positions de solde ou 6 mois d'historique, il va falloir demander l'accord du client. Et effectivement, ça va être notamment dans des paiements particuliers, notamment sur l'octroi d'encours, où on va forcément avoir besoin de ces informations pour octroyer le plus possible par rapport au profil du client. Si le client est d'accord, on va aller chercher ces informations. Sinon, il n'y a pas accès. Une question assez pertinente de Wes Gebali, donc autour de la fraude. Alors, par ce type de paiement basé sur le virement, quel mécanisme existe pour éviter les fraudes sur ce compte, et ce, par analogie de paiement par carte qui a des plafonds au niveau du paiement, fraude limitée? Alors, je suis désolé, je n'ai pas entendu la question, ça a été tout haché.
Pas de problème, je vais essayer de répéter. Alors, par ce type de paiement basé sur le virement, quel mécanisme existe pour éviter les fraudes sur ce compte, et ce, par analogie de paiement par carte qui a des plafonds au niveau du paiement? Mais là encore, il y a deux types d'octroi. Il y a l'octroi, il y a l'authentification forte par la banque. Donc, il y a un transfert de responsabilité d'authentification auprès de la banque. Ce transfert d'authentification est une authentification forte. Donc, là encore, ça limite la fraude. Et ensuite, effectivement, on va avoir, nous, notre propre scoring d'octroi qui va permettre d'avoir, là encore, d'intégrer des modèles de fraude et de pouvoir limiter, notamment lorsqu'on est sur du paiement différé ou de la gestion d'encours, de pouvoir limiter le risque pris. Et quoi qu'il en soit, ce risque, on va l'assumer puisqu'on va garantir la transaction. Merci Eddy. Comment contester une opération si elle est irrévocable? Elle ne se conteste pas puisqu'elle est irrévocable. Merci Eddy. Jean-Marc Zetoun, merci pour la question. Est-ce que toutes les banques françaises des payeurs sont prêtes et disposées à prendre en compte l'initiation du paiement? Alors, aujourd'hui, 86 à 88% des banques ont ouvert leur service d'API. Les banques qui ne sont pas joignables sont, analogiquement, c'est les néobanques qui ne sont pas encore prêtes, ou encore quelques banques exotiques qui ont seulement une ou deux agences en France, où là encore, elles n'ont pas ouvert. Mais en gros, les grandes banques de la place aujourd'hui sont joignables par API. Si le payeur n'a pas de mobile banking sur son smartphone, c'était la suite de la question. Alors, en fait, ça va dépendre du mode d'authentification forte que le client a choisi pour sa vente à distance avec sa banque. Donc, effectivement, il a généralement choisi un mode qui est soit en web-to-app, soit en web-to-web, et il va être authentifié soit à travers son application bancaire, soit à travers la saisie d'un code qu'il reçoit par SMS. Donc là, en l'occurrence, effectivement, si on n'a pas de support d'authentification, après, effectivement, on a également la génération d'un paiement qui peut être fait lorsque le client s'est enrôlé. Le client, par exemple, quand il va chez le DLC, il s'enrôle la première fois. La deuxième fois, le client, le marchand va lui demander s'il veut payer par compte bancaire et s'il veut payer effectivement par le compte qui a été agrégé, auquel cas, le client, notamment si c'est un paiement différé, il n'a rien à faire puisqu'effectivement, il va recevoir sa notification de prélèvement qui aura lieu quelques jours plus tard. Il sera notifié, ce prélèvement étant contestable. Toute opération qui est contestable n'a pas besoin forcément d'être validée, donc de prélèvement. C'est pour ça que vous signez un mandat de prélèvement et ensuite vous payez une facture chez EDF et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez la contester. Par contre, effectivement, un paiement qui est irrévocable doit être validé à l'instantané, doit être notifié par une notification forte. Et effectivement, vu que le payeur il l'a validé, il ne peut plus la contester. Merci Eddy. J'ai encore d'autres questions, donc on va essayer de les traiter. Alors, Sylvain Couac, avec une carte de fidélité, il faudra que le payeur s'authentifie fortement sur sa banque en ligne, pas juste un code sur cette carte de fidélité. Non, bien sûr. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit effectivement qu'on pouvait sécuriser le support à travers la requête d'un PIN. Quoi qu'il en soit, si c'est du virement, une initiation de paiement par virement, le client devra forcément valider la transaction dans son espace banque en ligne. Question donc d'un spectateur anonyme. Est-ce qu'on peut imaginer remplacer le paiement par carte, même au retail en caisse, et pouvoir proposer de payer ses achats physiques par virement instantané? Forcément, c'est la cible. Donc là, on est forcément au début. Au début, on développe les cas d'usage les plus simples, ceux pour lesquels il y a un plus gros besoin, avec des grosses volumétries. On va attendre et de plus en plus, les usages, les technologies vont permettre, justement, lorsqu'on n'aura plus besoin de cette authentification forte par la banque, mais que, effectivement, l'établissement de paiement pourra être identifié comme un tiers de confiance, se passer de cette authentification forte et ne pas être envoyé vers la banque pour l'authentification, on sera dans des parcours beaucoup plus fluides,
Voilà, mais ça, c'est plutôt à l'horizon 2021, 2022, 2023. Très bien. Alors, deux dernières questions pour vraiment essayer de rester un peu dans le timing. EPI plus Visa Mastercard plus initiation de paiement, difficile de convaincre les réseaux d'acceptation de payer pour tous ces systèmes sur leur point de vente. Aujourd'hui, Visa et Mastercard gardent quand même un avantage concurrentiel et un modèle très intéressant pour les banques. C'était une remarque de François Dussossois. Oui, pour les banques, sauf que, effectivement, les banques sont bien obligées de s'adapter, sinon, effectivement, les nouveaux acteurs vont fortement leur concurrencer, puisque les marques tendent vers ces nouvelles solutions, au moins déjà pour répondre à ces usages. Et je suis persuadé que le payeur, une fois qu'il aura vu que le parcours avec de l'initiation est simple et lui permet, et c'est là encore tout l'enjeu qui reste à compléter, c'est créer de la valeur pour le payeur. Le payeur, si on crée, et là on le voit, donc nous on a agrégé des services avec de la facilité de paiement avec Honest sur du paiement en carte, mais on fait aussi du paiement fractionné avec financement et garantie sur du B2B ou du B2C. On va ensuite joindre de l'assurance pour assurer, là encore, l'annulation de voyage, et on va étoffer avec un service de conciergerie. On peut imaginer plein de choses, tout ce qui va intéresser le payeur. Si le marchand a un grand intérêt et que le payeur a un parcours fluide avec un taux d'octroi simple, un paiement one click, aujourd'hui, bien, il va y adhérer et du coup, préférer ce moyen d'usage. Mais c'est à nous de travailler là-dessus. Après, les banques, elles ont acheté quand même pas mal de fintech pour un petit peu combler leur retard. Et puis aujourd'hui, elles ont l'obligation d'y aller. Donc, quoi qu'il en soit, je pense que EPI est un vrai projet. Elles ont compris que, quoi qu'il en soit, il n'est pas normal que plus de 50% d'une commission tombe dans les poches à chacune des transactions de Visa Mastercard. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un vrai sujet, qu'il y a une vraie volonté. Et puis là où il y a une volonté, il y a un chemin, et le chemin, il est tout tracé. Une question de Patrick Gouffaut. Êtes-vous opérationnel avec toutes les enseignes bancaires françaises? Alors, bonjour Patrick. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quasiment toutes les comptes banques, ça c'est sûr. Il reste que quelques néobanques et quelques banques de pays étrangers qui ont que quelques agences en France et qui n'ont pas encore développé leurs API, dont les banques n'ont pas encore ouvert leurs API, mais elles sont même pas en format CEPA, donc voilà, c'est pas des banques qu'on pourra atteindre pour de l'initiation de paiement. Et puis la dernière question, parce que vraiment on n'a pas beaucoup de temps, pour le consommateur, ça c'est une question de Sylvain Couac, pour le consommateur, quel serait l'intérêt de payer en virement instantané ses courses? L'intérêt est plus pour les commerçants que pour les consommateurs et l'impact est sur le temps d'encaissement. Justement, le jour où le parcours sera très fluide, où le payeur n'aura aucun frein pour payer, et que le marchand lui accordera des avantages pour qu'il paye justement par ce moyen de paiement, le payeur aura tous les avantages à y aller. Il y a encore des choses à faire, il y a des programmes de fidélité, il y a beaucoup de choses à faire en sorte pour que le payeur aille vers ces solutions. Quoi qu'il en soit, on a déjà aujourd'hui quelque chose qui permet d'avoir une solution alternative lorsque les autres moyens de paiement n'aboutissent pas. Et là, en l'occurrence, c'est pour ça que c'est d'abord les gros montants, c'est là où il y a le plus de contraintes, donc c'est là où effectivement on trouve plus facilement une solution. Et demain, il va falloir construire des solutions pour ces petits marchands. Mais là, en l'occurrence, par exemple, sur ce qu'on a fait sur l'automobile, votre voiture tombe en panne, c'est pas forcément un gros montant, mais vous n'avez pas forcément les 300 € nécessaires. Eh bien, là encore, vous allez pouvoir payer en plusieurs fois, là où votre carte ne le permet pas forcément, ou alors il faudrait faire un dossier de crédit. Eh bien là, on peut proposer une solution très rapidement qui va faciliter satisfaire le payeur, et du coup, le payeur va adopter cette solution. Merci Eddy. Alors très rapidement, et demain, comment va évoluer l'initiation de paiement selon vous? Ça rejoint ce que je dis, le changement des usages peut être long, mais c'est à nous de créer la valeur. Et je pense aujourd'hui qu'on est
de nombreuses fintechs à innover fortement, à s'associer dans cette innovation pour créer encore plus de valeur. Donc, je suis persuadé que le commerce et les autres acteurs du e-commerce vont pouvoir proposer des solutions multimodales qui accélèrent les paiements et qui augmentent leur taux d'acceptation. D'avoir un seul acteur, on le voit encore, on vient de répondre à un appel d'offres SNCF, c'est important pour les acteurs, pour les marchands, dans cette nébuleuse d'acteurs, de se dire je dois avoir un prestataire de paiement, je dois avoir une banque, je dois avoir des sociétés de recouvrement, d'avoir un acteur unique pour toute une chaîne, comme pour les logiciels qui intègrent toutes ces briques. Mais je pense que c'est important et je pense qu'on va créer cette valeur qui permettra justement de permettre à l'initiation de paiement Alors, j'ai quand même une question, puisqu'elle est posée 2 fois, je vais la poser, et puis de toute façon, nos participants sont encore là avec nous. Avez-vous donc un pourcentage de répartition des paiements différé par rapport aux paiements instantanés? Alors, effectivement, compte tenu du fait que nous, on est beaucoup sur des gros montants, du B2B, on est surtout sur du paiement différé, mais on répond aujourd'hui à une grosse partie, donc on doit être aujourd'hui à 35, 65, je pense, 35% de paiement immédiat, 65% de paiement différé, mais là encore, avec les appels d'offres qu'on a gagnés, notamment sur la santé, où on va avoir beaucoup de petits montants, je pense que ça va largement s'équilibrer, voire même dépasser, puisque les volumétries attendues en virement comptant de quelques euros sont très conséquents. Merci Eddy, merci pour vos explications de la part de Maurice Blanchard. Alors, nous n'avons plus qu'à conclure, Eddy, et vous remercier chaleureusement de toutes ces explications que vous avez données. Bon, j'ai d'autres questions qui arrivent. Est-ce que vous voulez y répondre, Eddy? Allez, les dernières. Pas de souci, je suis là. Pierre-André Marty qui propose, est-ce que justement, offrez-vous une solution pan-européenne? Sinon, sous quelle perspective? Alors aujourd'hui, effectivement, on est capable d'opérer depuis la France vers tous les pays avec PSA. Justement, on a ouvert déjà l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne qui s'ouvre le mois prochain avec la Pologne, la Belgique. On a à peu près un programme de 3 à 4 pays par mois. On va aller sur le Maghreb cet été, le Japon, l'Amérique du Sud sur la fin de l'année. Donc, oui, on va bien même des frontières pan-européennes. Nos clients, tous nos clients, aujourd'hui, des clients qui sont à l'international et notamment en Europe. Donc oui, on a obtenu très facilement notre passeport pour l'Angleterre. Donc on va pouvoir opérer sur toute l'Europe. Donc là encore, ça va dépendre des PP et des partenaires qu'on va choisir. Donc on est obligé de multiplier les partenaires, mais quoi qu'il en soit, on trouve toujours des partenaires dans les différents pays. Et du coup, ça multiplie les investissements qu'on est obligé de faire parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de partenaire qui permet de nous accompagner partout, mais on est capable aujourd'hui facilement de pouvoir le faire. Merci. Alors, je remercie tous les participants avec toutes les questions, toutes vos remarques. Merci à vous d'avoir donc pris le temps donc de cette chronique qui durait normalement 45 minutes, mais qui a duré un peu moins d'1 heure. Merci à tous. Merci Jérémy qui vous dit merci pour cet éclairage. Merci Pierre-André Marty pour les dernières questions. Merci Christian, Yves de Bourgard, merci qui vous dit aussi merci à vous Eddy, Chérif Gougam, François Dussossois avec toutes les questions, Jean-Marc Chenet, Louise qui dit merci aussi, André Marty, Stéphane Chenier, Patrick Gouffaut, Stéphane Ferry, Muriel Serre, Jean-Marc Zetoun, Hervé Rabia, Xavier Lalleux, David Gravia, bref, tout le monde, merci à vous, Charles Copin, Sylvain Couac, Olivier Moraillon, des merci partout, il y a Dominique aussi. Alors, pour conclure très rapidement, finalement, de tout ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure,
L'open banking, l'initiation de paiement, tout ça, c'est l'opportunité finalement de revoir un peu en profondeur les infrastructures technologiques et de répondre, de ce que j'ai compris, aux nouvelles exigences des clients autour d'une expérience utilisateur peut-être plus personnalisée, plus agréable, plus rapide, à l'image de ce qui est proposé dans d'autres industries. Finalement, l'usage des API a tout son sens et puis les grandes banques européennes ont réagi ces dernières années en multipliant les acquisitions, en nouant des partenariats technologiques ou même en créant leur propre plateforme d'open banking. Donc merci, peut-être un mot, Eddy, pour conclure cette belle chronique que nous avons fait avec vous. Écoutez, je remercie. Je vois qu'il y avait beaucoup de participants et c'est effectivement un sujet d'actualité. C'est encore un sujet aussi d'avenir qui répond à de nombreuses préoccupations. Donc merci à tous et j'étais très heureux de votre invitation. Merci à l'association du paiement, merci à vous, Sophia. Et puis j'ai aucun problème pour répondre à des questions qui pourraient vous préoccuper à tous, quel que soit votre point d'intérêt pour l'initiation de paiement. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec Eddy Combier de la société Score Secure and Payment. L'association du paiement vous remercie. Vous pouvez aussi nous joindre à contact@associationdupaiement.fr. Restez connectés sur notre page LinkedIn. D'autres événements vont arriver, des chroniques, des webconférences. Surtout, suivez-nous et comme ça, vous pourrez participer à nos futurs événements. J'espère que cette chronique vous a plu et puis on espère vous retrouver pour d'autres chroniques. Bonne soirée à vous tous et à très très bientôt. Et prenez soin de vous, bien entendu. Au revoir. Au revoir.